Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24 au sommaire cette semaine. Marcher dans les rues de Tchernobyl, plonger dans la guerre en Syrie ou partager la vie des enfants migrants, la réalité virtuelle nous immerge dans l'actualité. Sommes-nous tous des envoyés spéciaux par casque interposé? Interview et débrief, c'est à suivre. Ils sont autonomes, guidés par la pensée ou s'apprêtent à transporter des êtres humains. Les drones sont-ils en train de s'émanciper? Réponse et démo avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, plongez comme si vous y étiez dans la zone de Tchernobyl, irradiée il y a 30 ans. C'est le défi que s'est lancé The Farm 51, un studio de production polonais. Après avoir fait leurs preuves dans le jeu vidéo, ils se sont intéressés à l'histoire de la ville ukrainienne et à la tragédie nucléaire qui l'a frappée. Résultat, vous le découvrez en ce moment même, Tchernobyl VR Project, une application à mi-chemin entre le jeu d'aventure et le document historique, le tout en réalité virtuelle. C'est disponible sur PlayStation VR, Oculus Rift ou aussi Samsung Gear VR. Son vice-président, Łukasz Rosinski, est notre invité. Direction tout de suite Varsovie pour le rejoindre. Bonjour Łukasz. Première question, comment avez-vous donné vie à ce projet et pourquoi s'être intéressé à ce point à l'histoire de Tchernobyl? Nous pensons que la meilleure façon d'utiliser la réalité virtuelle n'est pas seulement les jeux vidéo, mais aussi des applications plus sérieuses qui montrent des images en haute définition d'endroits abandonnés, dangereux, et que les gens ne peuvent pas visiter facilement. Nous recherchons aussi des choses intéressantes sur le plan émotionnel, pas seulement pour les Européens, mais au niveau international, pour de jeunes Américains, de jeunes Japonais, qui verraient ainsi l'ampleur de la catastrophe telle qu'elle a eu lieu il y a 30 ans. Et c'est justement le pouvoir des histoires. Mais concrètement, il vous a fallu combien de temps pour capturer d'abord ces images en 3D et puis quelle technologie avez-vous utilisée? Quels sont les challenges que vous avez dû relever? Capturer les images nous a pris environ 7 semaines, avec une équipe de 10 personnes sur place à Tchernobyl. La production, elle, a pris 9 mois dans notre studio. Nous avons utilisé des caméras sur mesure, des caméras à 360 degrés, de l'équipement spécial de stabilisation, des drones. Les plus grandes difficultés étaient d'abord le fait d'être à Tchernobyl, mais aussi la paperasserie administrative et la dangerosité générale de la situation actuelle en Ukraine. Vous décrivez Tchernobyl VR Project comme un format qui est entre l'éducation et l'entertainment. Pourquoi avoir choisi ce format précisément? Nous pensons que c'est le futur de l'éducation. Quand on veut que les jeunes soient sensibilisés à une telle tragédie, il faut parler leur langue. Il faut leur montrer quelque chose qui ne soit pas un documentaire classique. Il faut utiliser les standards que eux connaissent à travers les jeux vidéo. Nous utilisons de l'équipement d'habitude utilisé pour les jeux vidéo et nous pensons que c'est l'avenir de l'éducation. C'est ça qui permettra de montrer des endroits intéressants à l'avenir. On attend évidemment de découvrir la suite de ces projets. Retour en plateau cette fois-ci avec Guillaume Gralet. Guillaume, on le voit, de Tchernobyl à la guerre en Syrie, en passant par le séisme au Népal par exemple, ou encore la vie des enfants migrants. On le voit, la réalité virtuelle et les vidéos 360 degrés s'imposent de plus en plus comme un mode de traitement journalistique à part entière. Est-ce que ça fait de nous des envoyés spéciaux par lunettes ou casques de réalité virtuelle interposés? Oui, avec la réalité virtuelle, en fait, on peut aller dans n'importe quel endroit du monde à tout instant.
Alors c'est le cas, vous l'avez dit, en Syrie, avec le Project Syria qui a été porté entre autres par l'Université de Californie du Sud. On a pu aller revivre la crise de l'Ebola à travers un projet qui est porté par l'Université de Columbia, qui s'est fait aider par une agence digitale, Street Application. Et puis le Times of London, lui, il s'est intéressé aux attentats de Paris. Donc on voit bien qu'on peut aller absolument partout. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça devient surtout accessible au plus grand nombre. Là j'ai entre les mains un cardboard, c'est cette petite boîte en carton dans laquelle on peut glisser son téléphone et qui nous transforme en spectateur virtuel et que le New York Times a distribué à 1,2 million de ses abonnés. Alors New York Times, il a aussi des projets très intéressants, notamment le projet The Displaced. En fait, il s'intéresse aux migrants. Il s'est rendu compte qu'il y a 30 millions d'enfants qui sont déplacés aujourd'hui par des conflits. C'est davantage que pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il nous transporte au Liban, au Sud-Soudan, en Ukraine. Et puis en fait, Noni de la Pena, vous savez, qui est une pionnière en la matière, eh bien, elle a beaucoup de disciples. Elle a notamment eu comme élève Palmer Luckey, qui est l'inventeur de Oculus qui a été racheté par Facebook. Bref, la réalité virtuelle va partout. Sauf qu'il faut que, d'un côté, la technique s'allie aussi à l'aspect éditorial très fort, des histoires qu'on souhaite raconter en réalité virtuelle. Et puis, il y a aussi une question de coût de création. Franchement, est-ce que toutes les rédactions ont les moyens de le faire ? Il y a beaucoup de contraintes techniques. Il faut d'abord filmer en plan séquence, il faut faire attention à la luminosité, à la lumière, et puis il y a un montage qui peut être très complexe. Alors, pour vous donner un exemple, le quotidien américain Des Moines Register, il a lancé un projet qui s'appelait Harvest of Change. Il est allé dans une ferme dans l'Iowa, une ferme assez ancienne. Il a filmé le quotidien des habitants. Ça lui a coûté quand même $50 000. Toutes les rédactions ne peuvent pas se le permettre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des outils qui permettent de filmer en 4K, de filmer à 360 degrés. Par exemple, cette caméra Kodak Pix Pro qui filme en haute définition, ça, on peut même l'utiliser sous l'eau, eh bien, ça devient de plus en plus accessible. Donc, on voit bien que même les clientèles de particuliers peut commencer à filmer à 360 degrés. Sauf que tout bon journaliste vous opposera un grand risque, c'est celui de gamification de l'information. Est-ce qu'on est en train de transformer ces événements de l'actualité en jeu ? Il y a un risque en fait d'empathie trop forte. Dans certains cas, il y a même une zone d'inconfort. Vous savez, la vallée dérangeante, c'est-à-dire qu'on se trouve aux avant-postes du réel sans pouvoir intervenir. Donc ça peut créer des frustrations. On rêve, Marjorie, de ce qu'on appellerait la VR for good, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on se plonge dans une zone, par exemple, désastreuse, une zone de pauvreté immense, de pouvoir agir peut-être à travers le financement participatif. Bref, il y a encore beaucoup de choses à inventer. Merci infiniment, Guillaume. VR, vous avez dit VR, cette fois-ci dans Test 24, ce sont les drones qui filment en réalité virtuelle. Et on ne s'en lassera jamais. La guerre des drones est de retour en plateau ici dans Tech 24. On va s'intéresser à nouveau cette semaine à des modèles qui viennent de Chine. La dernière fois, Guillaume, vous nous aviez surpris avec DJI. Aujourd'hui, c'est Yihang qui est en plateau avec nous. Et ce modèle-là peut réussir à faire des images en réalité virtuelle, si j'ai bien compris. Oui, on devient également un envoyé spécial. Alors, l'innovation vient de Guangzhou, une petite ville de Chine, de la province de Canton, 30 millions d'habitants. Ce qui est intéressant, c'est tout petit, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on contrôle totalement le drone de son téléphone portable, mais on va pouvoir voir en direct, grâce à ce casque, eh bien, les images qui sont filmées par le drone. On peut même incliner la caméra tout simplement en inclinant sa tête. C'est assez rigolo. On filme en 4K, il y a une résistance au vent. On peut aller assez loin, assez haut, mais ce n'est pas l'unique surprise de Yihang. Non, puisque l'autre surprise qui se prépare justement, c'est le drone 184 qui lui pourrait être capable de transporter un être humain, vous avez bien entendu. Oui, alors l'idée revient au directeur de cette entreprise chinoise qui s'appelle Wazi Wu. En fait, il a eu un ami qui a eu un problème en ULM et qui est décédé parce qu'il n'a pas été transporté assez vite aux urgences. Donc, il a eu l'idée de créer ce drone 184 pour transporter des humains à basse altitude, jusqu'à 100 kg. On pourra également transporter des marchandises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on veut révolutionner les transports. On a un peu l'impression d'être un peu comme dans le 5e élément. Vous savez, quand il y aura des modes de transport qui vont superposer les uns aux autres. Alors, on a un autre drone pour vous, messieurs, dames, aujourd'hui, qui, en fait, vous reconnaît grâce à la reconnaissance faciale et qui ne vous lâche plus littéralement. Oui, des drones donc, qui transportent des êtres humains, mais surtout des drones qui s'émancipent. Alors, les drones s'émancipent en observant de plus en plus leur environnement. Ils vont pouvoir reconnaître des visages, vous suivre, grâce à des capteurs 4K encore, à la reconnaissance faciale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont reconnaître autre chose que des visages. Il y a notamment des chercheurs de l'université de Zurich, en Suisse, qui ont mis au
point un drone capable de reconnaître des chemins dans la forêt par exemple, donc de pouvoir rentrer à la maison, un petit peu comme ce drone, lorsque vous n'avez plus de batterie, eh bien il revient à l'endroit où vous l'avez commencé à le faire voler. Bref, des drones qui s'émancipent de plus en plus. Des drones qui s'émancipent, certes, mais il y a aussi une autre notion à connaître aujourd'hui en matière de drones, ce sont les drones auto-réplicants. Ça veut dire quoi? Alors là, Marjorie, il va falloir attendre un tout petit peu. On est dans la science-fiction, mais ce qui est intéressant, c'est que cette notion, elle a été popularisée en 1990 par Robert Freitas, qui est un chercheur en biologie moléculaire à Palo Alto, et il imagine des drones qui transportent le matériau pour pouvoir donner naissance à d'autres drones grâce notamment à l'impression 3D. J'ai pas envie de vous faire peur, là, de vous faire penser au film Oiseau de Alfred Hitchcock, mais c'est quand même assez intéressant et vu l'accélération technologique dans laquelle on vit, il faut regarder ça d'assez près. Tremblez, êtres humains, les drones sont là. Merci infiniment Guillaume pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 pour commenter ensemble l'actu numérique et on se retrouve très vite en plateau. Merci à tous.